Donc quand j'habitais à Dubaï, lors d'un de mes voyages, je suis allé à Hong Kong, donc à Shenzhen. Et à Shenzhen, j'étais avec Vicky, mon ex-associé de l'usine. Et il me dit, Julien, écoute, on a investi en Indonésie, à Bali. Je dis, comment ça? Et moi, je connaissais pratiquement pas, je connaissais deux noms, mais j'avais jamais eu même l'intention de venir. Et l'investissement, en fait, c'était un hôtel en construction, donc des villas, on va dire plutôt indépendantes, mais sous forme d'hôtel, avec aussi une réception, un restaurant, une piscine commune, etc. Donc je dis, ok, banco, on y va. Je suis Julien Oignon, je suis le fondateur de Balimo, Balimo Development Group, société de construction de villas ici à Bali. Moi c'est Julien Zordan, Julien aussi. Je suis le responsable de l'agence de Balimo à Canggu. Au niveau de la rentabilité, la réalité du marché lorsqu'on fait construire et qu'on part sur un leasehold de 30 ans, c'est qu'entre 7 et 8 ans, incluant l'année de construction, on a vraiment un bien 100% rentable. C'est-à-dire qu'on est sur des pipes de 12, 13, 14% de rentabilité net. Nous ici, que ce soit chez Balimo, on parle que de net. Le brut, oui, ça fait rêver, on parle de plus de 20-25% de brut, mais de vous à moi, il n'y a personne qui touche du brut. Amis frontaliers, amis résidents suisses, aujourd'hui je vous prépare une vidéo qui va être juste exceptionnelle. Comme on le sait, sur cette chaîne, je traite principalement des sujets transfrontaliers et de la résidence en Suisse. Des sujets sur lesquels je suis devenu expert de mon domaine, que cela soit via l'emploi, la fiscalité ou les assurances. Mais ceci est uniquement la première étape des projets. Comme vous le savez, j'aime beaucoup apprendre à mon audience. Et le but, après avoir commencé à travailler en Suisse, c'est justement de faire évoluer son patrimoine, que ce soit via le biais de l'investissement ou via le biais de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, je vais avoir une interview exceptionnelle, ici même à Bali, avec un investisseur immobilier, une entreprise d'investissement immobilier. Le but va être vraiment de comprendre au mieux comment investir à Bali correctement, quel est son parcours, parce que j'aime bien parler des parcours des entrepreneurs, c'est l'entrepreneur qui fait l'entreprise, mais également comment investir correctement, quelles sont les choses à savoir, comment se comporte la fiscalité pour les non-ressortissants balinais. On va arriver tout de suite dans la suite. Je vais aller direct à sa rencontre et on va commencer cette interview. Et surtout, faites-moi exploser la barre des likes si ce type de contenu vous plaît, car je sais, on m'a beaucoup dit, après avoir commencé à travailler en Suisse, la chaîne avait beaucoup moins d'intérêt pour les abonnés. C'est pourquoi j'essaie de créer du contenu avec le podcast Investissement, Entrepreneuriat et Fiscalité. J'essaie de vous créer du contenu pour la suite de votre aventure et bien sûr, faire toujours plus évoluer votre patrimoine tout au long de votre carrière. Car oui, travailler en Suisse, c'est le levier. Maintenant, pour tout exploser, il faut savoir investir ou entreprendre correctement. C'est pourquoi je sélectionne des entrepreneurs pour pouvoir vous les présenter et vous partager leur expertise et leur parcours pour vous inspirer et vous aider à faire croître votre patrimoine comme je peux le faire également. Déjà pour commencer, merci de me recevoir. Du coup, Julien et Julien. Comme je commence toujours les interviews, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu aux auditeurs, dire un petit peu qui vous êtes tous les deux, qu'est-ce que vous faites, et puis après on va continuer à partager un peu votre histoire et votre parcours. Bien sûr, donc moi je suis Julien Oignon, je suis le fondateur de Balimo, Balimo Development Group. On est une société de construction de villas ici à Bali. Et toi, du coup? Et du coup, moi c'est Julien Zordan, Julien aussi. Donc je suis le responsable de l'agence de Balimo à Canggu. Ok. Et donc voilà, je suis responsable de tout l'accompagnement qu'on fait auprès de nos clients ici. Et c'est quoi un petit peu juste pour mettre un petit peu de contexte au départ avant de repartir un petit peu sur ton parcours aussi, mais c'est quoi le but de l'agence? Quels sont les clients cibles du moins? Qu'est-ce que vous faites également? Après on y reviendra par la suite en parlant un petit peu de l'investissement ici, mais qu'est-ce que c'est le but de cette agence? L'agence Balimo, en fait, on fait de la construction. Le but c'est d'accompagner nos clients de A à Z pour la construction et leur investissement ici à Bali. En fait, le but de tout ça, il est venu que quand moi je suis arrivé à Bali et que j'ai voulu investir, on a eu
je ne vais pas dire des soucis, mais en tout cas, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de petits problèmes et de petits trucs qui n'allaient pas, et on a voulu combler en fait tous ces trous. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Donc, en fait, vos clients, ça va être des personnes qui veulent investir sur Bali, du moins qui veulent créer de toutes pièces, du coup, des propriétés. Oui. Comme ça a pu être le cas de cette magnifique maison, mais très belle maison, hein, qui a été construite de toutes pièces, celle-ci. Oui, on l'a commencé il y a à peu près 2 ans. Elle a été finie il y a 8 mois et on l'a fait de A à Z. Donc quand on dit de A à Z, c'est vraiment de la conception architecturale. On a trouvé d'abord le terrain. Le terrain, vous allez voir aussi avec les plans, il est vraiment spécifique parce qu'il a une vue complète sur un temple familial. Donc la vue est magnifique, on est au calme. Donc déjà, il faut déjà trouver le bon terrain. Après, adapter la maison sur le terrain avec les spécificités de chacun. Donc là, c'était une 4 chambres par exemple qu'on voulait, donc qui a été dessinée. Et à partir de là, choisir les matériaux et puis faire toute la construction et puis la livraison avec la décoration. Voilà. Ouais, c'est d'ailleurs très belle décoration. Merci. Pour une maison, franchement, c'est la petite maison paradisiaque à avoir sur Bali. Sur vos 2 histoires, donc je te laisse un petit peu raconter comment tu es arrivé ici à Bali, qu'est-ce que tu as fait, quelle est ta scolarité, est-ce que tu es un haut diplômé, pas du tout? Pas du tout, en fait, moi j'ai une vie un petit peu particulière. J'ai été responsabilisé, on va dire, très jeune. J'ai rencontré ma femme très jeune, à 16-17 ans. J'ai eu des enfants très jeunes, à la même période. Du coup, moi, j'ai juste un bac S, option chimiste. J'ai voulu faire un BTS dans la chimie, mais en fait, j'étais déjà avec ma future femme à l'époque. Et du coup, j'ai fait une petite année et puis j'ai arrêté parce que il fallait plutôt trouver de l'argent que de trouver des diplômes. Donc on s'est mis dans la vie active et puis j'ai eu une chance, en tout cas j'ai trouvé un business, on va dire. J'ai toujours été fan d'entrepreneuriat, hein. J'ai toujours été on va dire dans le business, mais c'est cette fibre commerciale en fait depuis toujours. Mes parents avaient un bar et dans le bar j'aimais vendre, etc. C'était plutôt sympa. Et du coup, j'ai trouvé un business qui m'a plu, la téléphonie mobile. La téléphonie mobile, à l'époque, c'était en plein boom, c'était les premiers téléphones portables, etc. Et de fil en aiguille, on est venu à faire des logiciels. Moi, j'ai créé une société de développement de software et on a fait des logiciels pour la téléphonie mobile. Et à l'époque, par exemple, dans un téléphone portable, il n'y avait qu'une seule langue. Par exemple, quand on achetait un téléphone en France, il n'y avait que le français et puis peut-être l'anglais. Nous, en fait, on créait un logiciel qui faisait la traduction du téléphone et on flashait, c'est-à-dire qu'on réécrivait le téléphone portable pour le mettre, par exemple, en allemand. Et comme ça, on pouvait acheter des téléphones moins chers en France et aller les revendre en Allemagne. Okay. Voilà ce qu'on faisait. Et à cette époque-là, en fait, donc ça marchait très bien. Et il y avait des centaines de téléphones différents à l'époque. Et il y avait des centaines de câbles informatiques pour les relier de l'ordinateur au téléphone, avec des centaines de connecteurs différents. Aujourd'hui, vous savez, il y a juste USB-C maintenant. Même Apple est passé à USB-C. Voilà. Il n'y a plus qu'un câble universel pour tout le monde. Avant, c'était totalement différent. Il y avait au moins 200 différents. Et en fait, fabriquer ces câbles, c'était vraiment compliqué. Et en Europe, on ne trouvait pas. C'était forcément en Chine. Et donc, je suis parti en Chine, rencontrer un fournisseur de câbles. J'ai rencontré mon futur associé. Et en fait, on a créé une usine ensemble de câblage informatique en Chine. Et ça a démarré comme ça. À quel âge ? Là, j'avais 22 ans, je pense. À peu près 22 ans. Okay. Ouais, j'avais 22. Et ça a duré 7 ans. Au maximum, on a eu 1300 employés. Donc on a vraiment fait une grosse usine. On a aussi fait plein d'autres câblages, du câblage DMI on vendait à la Fnac, etc. On vendait vraiment des conteneurs de câbles. Okay. Donc à cette époque-là, vraiment, ça tournait très bien. Et puis moi, sur ces 8-9 ans, 7 ans d'usine, mais 8-9 ans de Chine, j'ai passé 5 ans en fait sur place. Donc je faisais que ça, l'aller-retour. Je faisais 1 mois en France avec ma famille, hop, je rentrais et je partais 2 mois en Chine. Je revenais 1 mois, je repartais 2 mois. Je faisais l'aller-retour. Est-ce que du coup, tu avais 22 ans, mais tu as quel âge à l'heure actuelle ? Aujourd'hui, j'ai 43 ans. 43 ans, donc c'était il y a 20 ans et tu avais déjà une connexion directe avec la Chine. Ouais. D'ailleurs, j'étais un des seuls Français dans la ville. La ville, c'est Shenzhen. Aujourd'hui, c'est une ville
plus ou moins connu, on va dire. Mais à l'époque, c'était inconnu total. En fait, Shenzhen, c'est l'usine de Hong Kong. C'est juste après la frontière de Hong Kong. D'ailleurs, il y a toujours une frontière. Et voilà, c'est une ville, franchement, qui est magnifique et à la pointe de la technologie, où j'ai passé des années formidables. Voilà. Et j'ai rencontré, en fait, Vicky. Vicky, c'est un Indien qui est aujourd'hui marié avec une Chinoise et qui était mon associé dans l'usine. Et pour revenir sur pourquoi je suis à Bali, donc après la Chine, donc on est rentré en France. De France, moi, l'état d'esprit en fait d'entrepreneuriat en France me bloquait un petit peu, donc on a voulu s'expatrier. À quel niveau il te bloquait? Eh ben en fait, c'est surtout au niveau des impôts. Je ne vais pas mentir, les taxes, les impôts, les charges. Quand on emploie quelqu'un et qu'on doit payer que lui, s'il a 5 000 € à lui à dépenser, c'est qu'on en a payé 15 en vrai, donc c'est un peu compliqué, hein. Donc ça c'est vraiment, j'ai toujours été dans ce business d'optimisation, mais vraiment parce que au-delà d'avoir créé l'usine en Chine, quand je suis parti en Chine et qu'on a créé cette usine, la première chose que j'ai fait, c'est créer une société à Hong Kong. Et j'ai créé une société offshore à Hong Kong sur laquelle pratiquement tout mon business transitait. D'ailleurs, à cette époque-là, j'ai créé pour des gens mes amis, mes connexions, etc. J'ai créé des centaines de boîtes à Hong Kong, vraiment. C'est devenu carrément un de mes business que j'ai toujours aujourd'hui, hein, je vais vous le dire après. Et du coup, j'étais restreint par ça, donc on est parti, en fait, on a cherché les plus, les moins, on a fait des tableaux à la maison, le soleil, la sécurité, etc. Ça a duré 8 mois parce que c'est pas juste moi qui partais, cette fois-ci c'était la famille complète, donc c'était plus compliqué. Donc chacun faisait, on va dire, des mini-exposés sur les plus, les moins. Il y avait le Japon, il y avait Las Vegas, il y avait des endroits qu'on avait visités sur la Terre qui étaient sympas. Et du coup, tous les plus, en fait, financiers, impôts, soleil, parce que j'habite une région, j'habite dans les Vosges, en France. Okay. Et les Vosges, il pleut quand même beaucoup, hein, et ça, c'est pesant aussi de se lever le matin avec la pluie. Donc du coup, ça, c'était une donnée vraiment essentielle pour moi. Et du coup, on a décidé de s'expatrier à Dubaï. Et on est parti vivre à Dubaï. On y est resté 5 ans, 6 ans, pratiquement 6 ans avant de déménager à Bali. Et pourquoi on est arrivé à Bali? En fait, lors d'un de mes voyages, donc quand j'habitais à Dubaï, lors d'un de mes voyages, je suis allé à Hong Kong, donc à Shenzhen. Et à Shenzhen, j'étais avec Vicky, mon ex-associé de l'usine, parce que j'ai revendu en, je ne sais plus quelle année, mais je crois 2007 ou 2009. Okay. Et on est toujours associés sur certains petits trucs. Et il me dit, Julien, écoute, on a investi, parce qu'on a un fonds commun après qu'on ait vendu l'usine d'investissement, et il me dit, on a investi à Ubud, en Indonésie, à Bali. Je dis, comment ça? Et moi, je connaissais pratiquement pas, je connaissais de nom, mais j'avais jamais eu même l'intention de venir. Il me dit, par contre, là, il faut absolument que tu y ailles. Et on est en 2019, juste avant le Covid. Donc, je dis, écoute, je regarde les vols et je vois que je peux changer mon vol, pas de souci. Il y a un direct Hong Kong-Bali, puis après, il y a Bali-Dubaï. Donc, je prends mon vol, j'arrive à Bali, très sympa. On fait d'abord l'hôtel à Seminyak, super, tout est sympa. On va au bout et l'investissement, en fait, c'était un hôtel en construction, donc des villas, on va dire, plutôt indépendantes, mais sous forme d'hôtel, avec aussi une réception, un restaurant, une piscine commune, etc. Au milieu des rizières, vraiment, il y a des rizières partout, pas fini. En fait, la personne, elle peut plus, elle a trop investi, elle a sorti trop d'argent, elle peut plus. Donc, je vais vérifier si c'est pas mal, parce que c'est un gros investissement. En vrai, c'est à peu près 1 million d'euros. Et franchement, c'était sympa et le projet était viable, etc. Donc, je dis, OK, banco, on y va. Et on est 3 associés, il y a moi, il y a Vicky, donc qui est indien mais qui vit en Chine, et il y a un associé chinois, un vrai chinois. Et là, pour le coup, la femme de l'associé chinois que moi, j'ai vu que 2 fois dans ma vie, elle est à fond dans la spiritualité, etc. Et elle veut acheter l'hôtel complet. Donc du coup, on se retire, moi et Vicky, mais il nous donne une compensation. Avec cette compensation, on achète un terrain, on loue un terrain sur 20 ans à Ubud et on fait 3 maisons en bambou dessus. Okay. Voilà. Et donc moi, je rentre à Dubaï, bien sûr.
Et en fait, le Covid arrive. Donc là, on se dit, bon, on a eu de la chance parce que finalement, le développement du business sur cet hôtel à Ubud, il est bloqué parce que pendant le Covid, ici à Bali, ça a été bloqué, fermé pendant 2 ans. Donc là, ça a été un peu compliqué. Mais du coup, à la réouverture, en 2021, quand je suis revenu pour continuer mes investissements ici et revoir un petit peu tous ces projets, je suis revenu en 2021 et à partir de 2021, j'ai commencé mes propres constructions et c'est là d'où est venue l'idée de faire pour les autres, on va dire, et la création de Balimo. Et puis là, on a commencé à faire les constructions pour nos amis au début, pour nos connaissances, et puis maintenant, on est une vraie agence et on construit pour tout le monde. Ok, c'est ce parcours très inspirant. Ouais, et encore, je dis pas tous les détails. Donc la fibre entrepreneuriale vraiment très très jeune. Ouais. Ça reste rare quand même. Ouais, depuis toujours, ouais. Parce que ça, je sais que moi personnellement, c'est un décès qui m'a fait avoir un déclic, switch de mentalité. Parce qu'à l'époque, moi, je vivais avec mes 1005. Mon objectif de vie, c'était 1008-35 heures. Ah ouais, Bon, je laisse imaginer que même le x10, ça me suffira plus maintenant, parce que un déclic, ça fait. Mais par contre, j'avais pas du tout la fibre entrepreneuriale aussi jeune. C'est pas donné à tout le monde quand même. On va pas se mentir. Je pense que la vérité, c'est mon père qui me l'a donné, parce que mon père a été salarié presque toute sa vie, mais toujours, il a jamais compté ses heures, jamais rien compté en fait. Il a été salarié jusqu'au moment où on a racheté un petit bar en fait dans un village, là où je suis né, d'une petite ville de 3 000 habitants. Et c'est vraiment là j'ai vu l'épanouissement, etc. Ça marchait pas vraiment, je ne vais pas mentir, c'était pas à la folie. Mais c'était quelque chose on était libre en fait et on avait cette possibilité de faire plein de choses. Et je pense qu'ils m'ont jamais donné non plus de limites, mes parents là-dessus. Peut-être pas de pensées limitantes. Alors peut-être justement les pensées limitantes que tu as pu éviter peut-être. Ça, j'en ai pas eu. J'en ai eu dans mon entourage, etc. Mais moi, je suis un peu rebelle, on va dire. Et en fait, quand on m'en mettait, j'allais à l'encontre de ça, forcément, quoi, forcément. Parce que j'allais dire travailler jeune. Moi, je travaillais à 13 ans. Ma mère, je suis dans l'hôtellerie aussi à la base, donc très très tôt, j'ai travaillé des 90 heures par semaine. J'ai commencé à travailler, j'ai gagné 2 000 euros, 18 ans, 2 000 euros, 90 heures par semaine. Je crois que c'est 5 euros de l'heure payé au final, mais bon, j'ai appris à travailler beaucoup très jeune. Mais par contre, du coup, beaucoup de pensées limitantes dans la famille. Donc, je pense que c'est peut-être aussi ce qui mettait un plafond, parce que on ne se laissait pas dire c'est possible. Vu qu'autour de nous, personne elle avait prouvé que c'était possible. Donc, tout le monde se disait non, c'est pas possible, c'est donné qu'il y a ceux qui sont en double master, etc. Alors qu'au final, rien à voir. Les double masters, c'est mes clients maintenant, alors que moi, je ne sortais que pas. Donc, mais ouais, je pense peut-être ça, les pensées limitantes. En fait, moi, dans ma famille, il n'y a pas eu beaucoup de grandes études. Vraiment, tout autour de ma famille, il n'y a pas eu vraiment des grandes études, des ingénieurs ou des avocats ou des docteurs. Il n'y en a pas. Donc, j'ai jamais eu ce fantasme de me dire il faut que je devienne médecin ou avocat ou ces choses-là, vraiment. Et j'ai toujours su, même quand je jouais au billes à l'école, je savais que je savais faire du business parce que même si je n'étais pas le meilleur au billes, je repartais avec les plus grosses. Donc, je savais déjà que je pourrais faire quelque chose de sympa. Ok, stylé. Et puis, du coup, maintenant, on va reprendre un petit peu ton parcours avant de continuer un petit peu sur Balimo, sur l'investissement, tout ça. Oui. Mais dis-nous un peu plus sur toi. Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Alors du coup, moi un parcours complètement différent, naturellement. J'étais sur une base de bac de comptabilité. Ensuite, je suis passé jusqu'à la finalité de bachelor responsable d'agence, mais spécialisé sur la partie immobilière. En France? En France. Ok. Et ensuite, j'ai décidé je suis parti dans un premier temps essayer l'aventure à Timișoara en Roumanie. Je suis allé voir un petit peu comment ça se passait très jeune. Je crois que j'avais 18-19 ans. Oui, j'ai repris ensuite mes études un peu plus tard. Okay. Ensuite, donc, j'ai fait mes études. Pendant ce temps-là, je faisais à distance aussi. J'ai commencé commercial dans la rénovation du bâtiment. Donc j'ai commencé au tout début, porte à porte, commencé à faire du phoning, etc. Après on m'a passé donc sur la partie commerciale et j'ai fait 2 ans et demi donc une entreprise qui s'appelait Service Habitat dans le sud-ouest. Et donc voilà, c'est là que j'ai fait mes premières armes finalement
sur la partie plus technique du bâtiment. Et j'avais cette fibre immobilière qui m'attirait, mélanger plutôt le commerce mais aussi le côté immobilier. Avant la transition que j'ai faite en France, je suis parti du coup vivre à San Francisco, parce que c'est une ville qui depuis très très longtemps, je suis passionné de autant la mentalité américaine, que ce soit entrepreneuriale, de l'événementiel, etc. Je suis passionné. Donc j'ai toujours eu ce rêve de vouloir partir là-bas. Et donc j'y suis parti et j'ai commencé à chercher un petit peu. Après avec les visas, etc. Aux États-Unis, c'est quand même assez compliqué de travailler, on va dire, officiellement. Donc j'ai commencé par un petit stage avec monsieur et madame Wong à San Francisco, du coup, qui faisaient de l'immobilier. Là, j'étais vraiment que dans le cadre de la supervision, de voir comment ça se passait, etc. Et je suis arrivé à une finalité, c'est que pour passer la licence MLS du coup aux États-Unis, pour pouvoir être vraiment broker dans l'immobilier, il fallait avoir un bachelor ou donc responsable d'agence dans l'immobilier ou peu importe. Et donc c'est là qu'en revenant de San Francisco, je l'ai passé en France. Bachelor, c'est Bac plus 3. Hein. Ouais. Donc c'est là qu'en revenant en France, je l'ai passé et ensuite du coup j'ai pris un peu la facilité de dire bon, je vais refaire un peu mes armes dans l'immobilier en France du coup. Donc j'ai commencé en tant qu'agent commercial, c'était quoi, en 2015 ou 2016. Donc j'ai commencé mes premières armes tranquillement à Albi, à côté de Toulouse. Ok, je connais bien. Et donc j'ai commencé, je suis arrivé en avril, sur la première année j'ai fait 13e de France du réseau L'Adresse. Et ensuite j'ai switché sur le réseau ERA Immobilier. Donc là j'ai fait 5 ans au total chez ERA Immobilier, 4 ans en agent commercial où j'ai eu la chance quand même de pas mal performer, on va dire, faire parmi les meilleurs de France, parmi les meilleurs négociateurs du semestre, du mois, etc. Et en fait, Est-ce que tu vendais les propriétés? Ouais. Okay. Ouais, j'étais vraiment ce qu'on appelle agent commercial indépendant, affilié à une agence, quoi, qui est là, le réseau était ERA Immobilier. Et puis au bout de la fin de la troisième année chez ERA Immobilier, donc j'ai eu l'opportunité de passer responsable d'agence, d'abord manager, mais je suis passé rapidement responsable d'agence. Et donc on a monté une équipe de 2 négociateurs au début, quand j'y étais, jusqu'à 8 négociateurs quand j'en suis parti. Okay. Ensuite, du coup, j'ai eu toujours un peu la bougeotte de me dire, je savais que tôt ou tard, j'allais pas finir en France pour diverses raisons. Donc j'ai voulu tenter l'expérience à Barcelone ensuite. Donc là, je suis parti pratiquement 1 an à Barcelone à vivre et faire l'immobilier. Alors mon espagnol est doutable, il est douteux, mais surtout je me suis confronté avec une réalité à Barcelone, c'est catalan, donc c'est vraiment une approche un petit peu, souvent j'aime bien dire, c'est un peu aussi comme les Corses, c'est vraiment du familial, vraiment un cercle plus serré, plus restreint, et donc en étant français avec un espagnol pas forcément au top et un catalan encore moins, je me suis retrouvé dans une difficulté où j'étais loin des performances que j'avais l'habitude de faire en France. Et là, pour l'anecdote, un jour quand j'étais à Barcelone, je me suis réveillé, j'ai rêvé toute la nuit que je devais aller à Bali, etc. Donc je me suis réveillé, mais je savais ni où c'était, ni pourquoi, ni comment, etc. Je me rappellerai toujours de cette journée où j'ai passé une journée à me dire mais qu'est-ce que c'est Bali, etc. Déjà c'est où? Ça c'était en 2020, fin 2021, début 2022. Donc, le début où les gens pouvaient commencer à en parler, on va dire à peine. Ouais. Ça fait à peu près ça, ça fait 4-5 ans que les gens commencent à en parler, on va dire. Et du coup, j'ai quand même continué toute l'année 2022 moi à Barcelone. Et une fois que j'ai découvert, etc. Et puis avec les algorithmes, etc. J'ai été target sur Bali et tout ça. Ça m'a permis de vraiment finalement prendre connaissance de cette île. Et du coup, j'ai passé le pas en début 2023 de venir à Bali. Habiter directement? Ouais, j'ai pris mes valises, 34 kilos tout seul. T'es pas venu faire une petite vacance avant? Non. Non, j'ai pris le pas de venir parce que je suis comme ça. Parce que t'as raison, moi perso, si je viens pas découvrir un lieu, après c'est des positionnements, si je viens pas au moins le découvrir avant, je pourrais jamais me lancer. En fait, j'ai toujours eu cette garantie que si le confort que j'avais en France, j'avais un très bon confort, la maison, tout ce qu'il fallait, mais je savais que tant que j'étais jeune, tant que j'avais pas d'enfants, etc., je voulais tenter de partir puisque j'avais pas vraiment d'accroche, hormis mon cercle familial, mais j'avais pas forcément d'accroche. Et du coup, je me suis toujours dit, essaye. Au pire des cas, si ça marche pas, je reviendrai, je referai
gérer de l'immobilier en France et je sais que voilà, ça je sais le faire, il n'y a pas de problème. Donc avant d'avoir des enfants, etc., je me suis toujours dit, essaye au moins, puisque un jour, voilà, quand je serai père ou potentiellement grand-père aussi, je veux aussi voilà, expliquer comment on peut bouger dans le monde, etc. Et c'est vraiment un objectif à terme, donc je l'ai fait en premier, quoi. Ok. Donc j'ai pris mes valises et puis je suis arrivé du coup à Bali. Donc j'ai passé les 2-3 premiers mois, sans mentir, voilà, à voir un petit peu, m'acclimater, voir un petit peu, voilà, de belles vacances. La plage, les beach clubs, voilà, faut découvrir, faut découvrir. J'ai pas encore découvert les beach clubs là. C'est vrai que ça fait un mois, un peu plus d'un mois que je suis là. Ouais. J'ai pas encore découvert cette partie. J'attends les 2 dernières semaines avec mes amis qui arrivent et c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir des trucs sympathiques ici. C'est ça. Bon, il y a de tout, hein. Ouais. Il y a de tout, mais c'est vrai que c'est quand même une belle ambiance. En plus, il fait chaud toute l'année, etc. Donc c'est hyper agréable. Et puis aussi, il y a eu ce côté, le pourquoi indirectement j'ai quitté en gros l'Europe, c'était le côté l'humanité, vraiment ce côté que j'ai senti de mon côté, du moins qu'on a perdu un petit peu. Chacun est focus dans son travail, mais on perd un peu, que ça soit avec les voisins, que ça soit, peu importe. Et je voulais retrouver un coin où c'est beaucoup plus convivial, où c'est beaucoup plus accueillant, beaucoup plus respectueux, qu'il n'y ait pas cette insécurité, etc. Et c'est là que, avec ces premiers mois à Bali, je me suis retrouvé comme dans un poisson dans l'eau, parce que ça correspondait totalement, autant au niveau des infrastructures, du développement. Là, je voyais l'immobilier, je voyais des constructions de partout. Je me suis dit, bon, au départ, j'étais pas venu pour ça, mais je me suis dit, bon, peut-être il y a quelque chose à faire. Et pour finir l'anecdote ensuite que j'ai rejoint du coup à Balimo, un jour je fais une insomnie et je me retrouve donc sur Facebook, je scrolle et puis je vois que Balimo cherche donc un manager au départ. Et du coup, voilà, j'ai envoyé un message. Le lendemain à 15h, on s'est vu dans les bureaux. Et puis, je crois que le lundi d'après, on a commencé l'expérience Balimo. Et ça, c'était quand? Et ça, c'était en 2023. Ouais, 2023. Ouais. Donc, ça fait 2 ans que vous collaborez ensemble. Ouais. C'est ça. Ok. Et pour la petite histoire, du coup, quels sont pour vous les avantages? Parce que du coup, vous avez quand même pas mal bougé aussi. Alors moi, des fois, j'en vois dans mon audience qui ont du mal à se lancer le pas de faire de la France jusqu'à la frontière suisse. Ouais. Ils ont du mal, mais au moins, ça peut donner aussi des inspirations comme tu disais, de sauter le pas. Au pire, tu reviens à la case départ, parce que si tu ne sais pas, il n'y a rien qui change en fait, malheureusement. C'est ça. Mais quels sont pour vous, selon les pays que vous avez fait respectivement, quels sont pour vous les avantages de Bali comparés aux autres pays? Oh, il y en a pas mal. Ouais. Il y en a pas mal. Moi, juste avant d'arriver à Bali, comme je vous ai dit, j'étais à Dubaï. Et il y a eu un monde entre Dubaï et Bali. Souvent, on me dit, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est l'ultra-urbanisation. Dubaï, il ne faut pas se mentir, c'était un désert et maintenant, c'est une ville gigantesque. Et ici, c'est la nature. Et ben, déjà, c'est ce retour à la nature que moi pouvait me manquer, cette connexion. Et ici, je rebondis sur ce que Julien disait, cette espèce de lien avec les gens, la nature, les choses plus profondes, on va dire, qu'on peut avoir, ça c'est vraiment appréciable. Je trouve que Bali, il y a cette vibe et à chaque fois, on ne sait pas pourquoi en vrai. Souvent, on se le dit, on dit mais il y a quelque chose en fait qui fait que Bali, il y a cet attrait, on a envie d'y rester. Souvent, les gens qu'on rencontre, ils viennent en vacances, puis ils repartent pas, ou ils reviennent très vite. C'est parce qu'il y a quelque chose je ne sais pas si c'est spirituel ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de très sympa à Bali pour y vivre. Et quelque chose qui est vraiment appréciable, c'est que c'est un pays qui est pas cher. Moi, je trouve que le fait d'avoir un pouvoir d'achat beaucoup plus important que ce qu'on pouvait avoir en France, etc., ça fait plaisir. On va au restaurant, je ne dis pas tous les jours, mais presque. Et aussi tous les jours d'ailleurs, tous les jours. Ça coûte presque, alors peut-être si on a les bons plans, non, mais c'est comme les pays d'Asie, moi j'ai fait la Thaïlande et tout, ça coûte presque plus cher de faire à manger chez soi que de manger dehors. En tout cas, moi c'est ce que je vis. Pas presque en vrai. Ouais, voilà. C'est plus cher. Moi j'aime manger à la maison, je ne vais pas mentir. J'adore manger, j'aime ce que ma femme me fait et tout ça. Vraiment, c'est un de mes petits trucs que j'adore. Mais ça coûte plus cher de faire à manger à la maison qu'aller manger dehors. Ça, c'est sûr et certain. Je l'ai fait là, c'est le jour du Nyepi. Ouais. Manger à la maison, j'ai pété, je
1,5 million, je crois. Ah ouais. Si on veut des bons produits, voilà. Ouais. Mais les bons produits, c'est presque hors de prix. Ouais. L'avantage des restaurants, bah, c'est qu'ils achètent sur la quantité. Donc finalement, comme la main-d'œuvre et tout ça, ça coûte pas cher, ça se ressent en fait pratiquement pas dans le prix du plat. Il y a quand même des très très bons en termes de restaurants. Bon, après, ça dépend où on va sur l'île, mais je trouve que leur niveau, que ça soit sur la cuisine occidentale, que ça soit sur la cuisine les Warong également, etc., ils ont un niveau de cuisine qui est quand même très très haut. Mais plus que satisfaisant, il y a du gastronomique. On parlait hier avec un restaurateur qui est ici en voyage, là, un futur client, et il nous disait justement que même lui était impressionné par rapport au prix et à la qualité de ce qu'on nous sert dans les assiettes. Ah, moi j'ai fait quoi? Bah là je dois aller faire un resto, bon par contre qui est un peu plus cher à Ubud. Il y a un des top Asie, alors je sais plus c'est quoi le nom du resto, je dirai après, mais il y a un des top Asie que je veux aller faire, donc il y a quand même des Guinness sur ici. Il y a Yuki, j'ai fait le Yuki, incroyable. Ah mais il y a des bons restaurants, il y en a des dizaines et des dizaines, sincèrement, hein. Et raisonnable. Ouais, bien sûr, parce que là encore, ouais, j'en ai dit certains qui étaient chers, mais même d'autres que j'ai fait et tout, et des Grecs que j'ai mangés, laisse tomber. C'est vraiment au-dessus de la Thaïlande, pour moi, en termes de restauration, ils sont au-dessus des autres pays, parce que j'ai fait Mexique, Brésil. Bon, c'était pas oufissime. Là, ici, on est vraiment à un level au-dessus en termes de qualité. Puis là, surtout là, les dernières années, je ne vais pas mentir, en 2019, quand je suis venu, c'était pas la folie au niveau restauration, mais là maintenant qu'il y a énormément d'expatriés, par exemple dans le secteur de Canggu où les expatriés sont vraiment regroupés, des restaurants, chaque restaurant a un level qui est comparable à un level français. Et puis les gastros, bah, il y en a tous les 100 mètres, hein. C'est sans exagérer. Ouais, non mais complet. Moi, je sais quand je mange, j'aime bien quand même au moins une fois par semaine mon bout de bœuf. C'est souvent des restos un peu plus standing et c'est vrai qu'il y en a à l'appel. Et toi, pour toi, un peu les... Moi, ce que j'aime aussi, c'est le côté la liberté, par exemple, qu'on a. On est tous sur nos scooters. On se retrouve ce côté où on avait 14-18 ans, où finalement on se balade et tout paraît plus simple. Ce que j'adore aussi, et là c'est plus sur le côté du business, c'est que le côté administratif est très léger. On n'est pas noyé en fait, et on va à l'essentiel en fait. On n'a pas besoin de plus en soi. Ça c'est vraiment aussi appréciable. Et après, au-delà, bon, bien sûr, de la bienveillance, voilà, des locaux, c'est un tout, même le climat, même voilà, donc aussi que c'est pas cher. C'est un tout où on peut avoir un rythme de vie où on a aussi les housekeeping, on a les services en fait, que ça soit aussi les massages. Moi, j'adore par exemple tous les dimanches, je me fais mon petit massage d'1h30. Ça nous coûte, voilà, ça coûte 10 € par personne. Je veux dire, c'est ouais. Et puis d'une qualité, voilà, une dizaine, quinzaine d'euros, vous avez de bons massages aujourd'hui. Voilà, et tous les services finalement que vous pouvez avoir qui sont très abordables mais finalement pas chers. Et dans ce côté vraiment liberté, vu que c'est un pays en développement finalement, il n'y a pas vraiment de restrictions sur quoi que ce soit entre guillemets. Et c'est un ensemble qui fait que vraiment c'est appréciable, voilà, même à vivre. On le voit surtout pour les touristes, nous avec Airbnb, etc. Mais aussi même à vivre, c'est ultra appréciable. Moi, par exemple, pour Canggu, j'ai vécu mieux que les autres endroits. Parce que là, j'ai fait Nusa, Penida, Gilier, Gilité, Uluwatu, j'ai bien aimé, beaucoup aussi. Mais Ubud, un peu moins. Je trouvais qu'il y avait trop un aspect, alors pas dans tout le reste de l'île, pas du tout, parce que je suis arrivé à Canggu direct et je me suis dit, franchement, je regarde maintenant, je me dis, bon, sur un malentendu, dans quelques années, on prend une petite maison là, pendant toute l'année, on vient 2 mois tous les hivers pour prendre le chaud, parce que j'aime pas l'hiver en France, pas se mentir. Mais après, j'ai trop de business en France et j'ai trop de projets pour pouvoir venir ici tout le temps. Mais direct, je me suis dit, bon, ça c'est peut-être le petit endroit, avoir une petite maison pour aller passer l'hiver. Mais au bout d'un peu moins, j'ai trouvé qu'il y avait un climat quand même un peu plus. Alors, c'est plus spirituel, mais les locaux ont plus faim d'argent. Ah, les grabs. Au niveau des grabs, hein, c'est là où j'ai plus vécu. Par contre, sinon, Canggu, Uluwatu, tout le reste, en fait. J'ai mieux vécu, mais je trouvais, si je devais mettre les critères, la nourriture, incroyable. Le réseau, pour les gens qui sont, Ouais. notamment, moi, je suis pas un nomade parce que, je sais pas, je peux pas. Mais tous les gens qui sont sur les réseaux, etc., on fait des connexions à une vitesse de la lumière ici, quand même. Les salles de sport.
Du moins, il y a Cult à Canggu, peut-être plus. Que ailleurs, Ah ouais. Ouais. du bien-être. Canggu Pererenan, c'est clairement. des mannequins sur scooter, tout le monde est beau, tout le monde est parfait, c'est clair. incroyable. Ouais. Moi, je sais que je fais Elite Fit en Ouais. salle, donc une grosse salle. Le top, les 2 personnes qu'il va y avoir présentes dans les plus grosses salles de Montpellier ou de Haute-Savoie, c'est toute la salle qui est regroupée de Ouais. ce top. Non mais on le sait. Ouais. C'est hallucinant. Parce qu'il y a une sensibilité aussi sur la nourriture ici. Voilà, c'est le culte aussi du sport, mais aussi de la nourriture. C'est un ensemble qui fait que. Bah, il y a tout, il y a Ils sont- le massage. Les gens, c'est des travailleurs, donc ils peuvent pas. Ils vont au beach le week-end, mais au final, ils y vont pas trop la semaine. Du moins, ça reste des gros sportifs. Je pense en grande partie. Après, peut-être Ouais. que je me trompe. Ah non, mais Ah, c'est c'est ça. vrai. Ouais. Mais il y a un culte de. On travaille la journée, quand on voit dans tous les restos, il y a tout le monde avec son ordinateur Ouais. la journée. Ils mangent chainement, Mm. ils vont à la salle de sport parce qu'il y a des salles de malades mentales, du moins avec les recovery, sauna, hammam, bain glacé. Ouais. Et puis le week-end, quand ils veulent se décontracter dans le beach, ils vont au Fins ou à Exactement. la place et puis c'est le paqueting Ah. complet. Quoi. Un bon combo. Ouais. Une bonne Juste semaine. passé le premier jour au Fins, j'ai dit bon, on y repassera avec les copains la dernière semaine. Ouais. Mais ça avait l'air de bouger sacrément. Ah bah tous les jours en plus. Hein. Oui, Ouais, C'est ça le truc, c'est pas que le week-end ici. tous les jours de l'année. C'est ça, c'est que la fête, pour ceux qui aiment faire la fête, ça peut être tous les jours, toute l'année. Ça a l'air. Et puis. Et des grosses fêtes. Ouais. Puis voilà pour les célibataires, voilà les top modèles qu'il y a. Ah ouais, carrément. C'est vrai. Non, c'est vrai, ouais. Là-dessus. Mais ce qui est bien finalement de Bali, et ce que tu as résumé aussi, c'est le côté de la diversité de l'île. Il y en a finalement pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Certains qui vont aller chercher plus du calme, de la méditation, de la spiritualité seront plus orientés au Bouddha. Des personnes peut-être du 3e ou 4e âge, entre guillemets, ils iront plus chercher le calme qu'on a à Sanur avec le lever du soleil. On a le sud aussi qui est Nusa Dua, qui a de super hôtels, restaurants, etc. Avec Ahmed aussi. Ahmed, oui, alors qui est au nord, qui est aussi dans un autre style. Là, il faut aimer le snorkeling. Après, c'est une petite île, enfin une petite île, non, mais je veux dire, c'est la côte, c'est plus calme. On a le sud, Uluwatu, donc qui est comparable souvent avec l'ouest, l'Atlantique côté français, que ce soit Osgore, Biarritz, là on peut le comparer souvent à cette connexion avec le surf. Et ensuite, on va avoir du Sémignac pour un peu plus les citadins, entre guillemets, et on va remonter Canggu, les expats, et Pererenan, etc. Et tout le développement qui continue en fait sur la partie. Pererenan, c'est là où c'est en pleine explosion. Ouais, en ce moment, ouais. En ce moment, Canggu en fait c'est énormément développé sur les 5 dernières années, donc il reste à la fois plus trop de place et forcément les prix des terrains sont très élevés. Donc ça se déporte aujourd'hui, que ce soit Pererenan, Tumbak, Bayou, c'est vraiment les 2 secteurs qui se développent en ce moment même. Et on commence à avoir de belles prévisions aussi juste derrière, c'est Magui et Niani. Quoi. Ah ouais, j'y suis allé là-bas, c'est magnifique, le coucher de soleil là-bas. Ouais. C'est un secteur qui se développe aussi bien puisque voilà, sur l'historique de Bali, sur les 20 dernières années, on est parti de l'aéroport de Kuta et on s'est développé jusqu'à aujourd'hui Canggu, Pererenan et ça continue. Quoi. Toujours en suivant la côte. Ouais. Avec le coucher de soleil. Ouais, avec le coucher de soleil. Exactement. Après, j'avoue, quand je disais au bout de moi, j'ai moins apprécié, mais d'un côté, je suis pas trop sorti, j'ai travaillé tout le long. Maintenant, par contre, les gens qui font tout ce qui est yoga, moi, ceux qui sont connectés, c'est la place. Ouais. Voilà, je les voyais faire leur connexion, du moins tous les matins, le mec qui faisait son. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais. L'ouverture au soleil ou les salutations du soleil. Ouais, il faisait ça à 6h du matin, je regardais comme ça, je dis c'est ok, moi je comprends pas, donc voilà. Mais je vois que les gens là-bas, c'est le lieu par excellence. Ah ouais. C'est personnel. Après, de toute façon, je pense que c'est justement la diversité de Bali qui fait qu'on se retrouve tous plus ou moins à quelque part. Ouais. Exactement. Mais je pense que j'ai comme beaucoup de personnes qui sont venues ici, je pense que je reviendrai ici notamment pour me mettre au vert une petite fois par an. Sport, bien-être, bien manger, et hop, je reviens en France, je suis reparti pour tout casser. Pour se ressourcer, c'est vrai que c'est une île, c'est sympa. Ouais, clairement. Et même en y vivant, je veux dire, nous on bosse toute la semaine, plutôt intensément. Le dimanche pour nous, normalement, c'est vraiment off, on essaye d'être off. Quoique, dimanche dernier, on était encore en... Bon bref, et vraiment, quand on se fait sa journée off, on voit quand même qu'on prend le scooter, on va à Nusa Dua, Uluwatu, etc. Mais c'est comme si on partait en vacances en fait, parce que on a cette ambiance de Canggu où on est en permanence, qui n'a rien à voir avec celle d'Uluwatu ou celle de Ubud ou celle de Nusa Dua, et on a l'impression de partir dans une autre région de France, comme si on allait au ski par exemple. C'est vraiment c'est ressourçant. Ouais, en une seule journée quoi, en 2 heures de scooter. 1 heure. Ah bah là, je pense que le plus gros contraste pour moi c'est Canggu, Ubud.
Ouais. Mais Oui. on est vraiment sur deux mondes, Ouais. deux mondes et deux univers. On est passé de la Côte d'Azur aux stations de ski. Exactement. Vraiment, on le prend. C'est ça. Et puis même Ahmed, j'ai fait juste le Niepi là-bas, mais c'est encore un autre atmosphère, c'est encore Ouais. plus calme, Ouais, ouais. et plus... Oui, il y a très peu, ouais. C'est plus authentique, c'est plus l'ancien Bali, on va dire. Ouais. Ouais, bah, nous, c'est là où on a fait le Niepi, du moins la veille du Niepi. Mhm. Attends, je sais plus c'est lequel. Il y a un jour où on est enfermé et l'autre jour où on... Le samedi, on était enfermés. Et ça, c'est le jour du Niepi? Ouais. Et ça- La veille, c'est les Ogo, les cérémonies. Ok, donc c'est le Ogo qu'on a fait là-bas et tout, vraiment stylé de faux. Et puis, et votre endroit préféré ici? Canggu. Canggu? Canggu. Canggu aussi. Ma femme dirait Pererenan. Mais pour moi, Pererenan, Canggu, c'est pareil. Non, mais pour moi, c'est la continuité en fait. Oui, c'est collé. C'est juste que Canggu, c'est collé à Pererenan, mais c'est la continuité de Canggu, on va dire Pererenan. Et puis bientôt, alors CC, je ne pense pas que va devenir comme Canggu, parce que CC, le développement, il est plus calme, il est résidentiel, ils veulent pas trop de business, etc. Je pense que ça va sauter CC et que ça va arriver à Niani. Le prochain Canggu Pererenan, pour moi, c'est Niani. Ouais. Parce qu'il y a cette volonté en fait locale des Banjars, etc., qui veulent pas développer les beach clubs et tout. Ok. Donc, Ok. Mais pour moi, Pererenan. Alors, le seul avantage pour moi de Pererenan comparé à Canggu, parce que j'ai des amis qui y sont là en ce moment, c'est qu'on a encore un peu plus de verdure à la c'est limite. ça, ouais. Mais C'est sinon, ça. pour moi, c'est la même chose. Du moins, c'est. Pour moi- C'est collé. Pour moi aussi, ouais. Ouais, voilà. Pour moi, c'est juste le quartier d'à côté. Ouais, voilà. Ouais, mais il y a quand même. Pererenan, c'est une ville Non. ou c'est un quartier? Alors, Comment on apparente ça? alors, ici, c'est plutôt complexe Ouais. à déterminer. En fait, c'est une rue au départ. Donc, il y a la plage qui s'appelle la plage de Pererenan, Pantai Pererenan. Après, il y a la Jalan Pantai Pererenan, donc la rue qui va à la plage de Pererenan, voilà comme on dit. Et tout le secteur va s'appeler Pererenan. Et c'est la même chose pour Canggu. Et puis, si elle est bien urbanisée, comme Canggu, ça devient Canggu, une ville, quoi. Ok. Carrément, dans notre adresse, nous, on met Canggu. Ok. Bon, plutôt stylé, déjà pour leur vendre un petit peu les lieux, hein. Je vais pas mentir que même moi je vais revenir voir acheter ici par la suite. Ça reste à voir encore, mais en tout cas c'est un très beau cadre. Maintenant, on va parler un petit peu aussi pourquoi ils vont regarder cette vidéo, Ouais. l'essentiel, parler un petit peu plus du business et puis après en revenir aussi sur qu'est-ce que vous proposez, comment vous le proposez et comment ça s'articule. Mais comment ça se passe un petit peu l'immobilier ici? Qu'est-ce qu'il faut savoir, la fiscalité, du moins. Comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là? C'est simple, il faut tout nous confier et on s'occupe de tout. Alors, en gros, et c'est pour ça qu'on a créé vraiment l'agence que j'ai créée Balimo, c'était justement pour répondre à toutes ces interrogations et puis en fait que nos clients ils soient relax quand ils vont faire leur investissement. On va s'occuper de la fiscalité, comme je disais tout à l'heure au début. Donc moi, j'avais ouvert carrément une société à Hong Kong qui ouvrait les sociétés pour les gens. J'ai rouvert la même chose à Dubaï et en fait, depuis 18 ans ou presque 20 ans que j'ai ces sociétés-là, on a ouvert des milliers de sociétés. Donc la fiscalité internationale et l'expatriation en soi, je ne vais pas dire un expert, mais en tout cas, je m'y connais bien. Je m'y connais très bien. Donc du coup, de ce côté-là, moi quand je suis arrivé pour faire mes premiers investissements en 2019, première chose que j'ai faite, c'est je me suis entouré d'un avocat, donc j'en ai vu 5, d'un bon notaire, j'en ai vu 5 aussi. On a regardé, on leur a posé les questions, on a vu de quelle manière il valait le mieux investir, sous quelle forme il fallait le mieux investir. Aujourd'hui, on a mis en place un process pour l'investissement ici, qu'on maîtrise vraiment de A à Z, sur lequel on connaît bien la fiscalité justement, sur lequel on connaît bien toutes les étapes de l'investissement. Et c'est ça en fait qu'on a créé avec Balimo. C'est maintenant, quand quelqu'un veut investir, on a les clés pour que ça se passe facilement et sereinement. Ouais, pour la construction et l'investissement, parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal d'arnaques aussi, des gens qui essayent par eux-mêmes. Et Oui. Qui finissent par se casser les dents, du moins à payer des. Ouais, et puis bon, il n'y a pas que ça, il y a une mentalité aussi de certains constructeurs, et là, bon bref, ils vont vous appâter avec un prix. Nous, par exemple, on est 100% sur la transparence. Ce qu'on vous demande au début, c'est ce que vous aurez payé à la fin. Mais certains, ils vous appâtent avec un prix, puis ils vous disent « Ah, mais il y a une modification, et puis il y a ci, et puis il y a un surplus, et puis en fait, on a découvert quelque chose. » Et à la fin, on a 40% de plus, voire 50, voire 100.
J'ai une amie, là, elle est en burn-out total. Elle a confié sa construction, parce qu'elle ne savait pas qu'on le faisait, hein, à Ubud, à un constructeur. Première étape, elle a payé 80% de sa construction sur un compte en Allemagne, le compte personnel du fameux constructeur allemand qui est ici. Quand elle m'a dit ça, le premier jour, j'ai dit, écoute, là, tu vas au-devant de gros problèmes. Il devait livrer sa maison en août, il a livré sa maison non finie en décembre. En décembre, elle a fait un burn-out, elle a dû faire les finitions avec les ouvriers elle-même pratiquement. Ça lui a coûté pratiquement le double du prix. Il y a des fuites de partout, il y a des fuites dans la piscine. Catastrophe. Donc, ce genre de personnes, on est confronté à ça en fait tous les jours. Voilà, ça fait un peu peur, hein, j'avoue. Donc nous, en fait, je pense que avec l'expérience qu'on a eue, en fait, avec l'expérience que moi j'ai eue personnellement, surtout, en faisant mes propres maisons d'abord, parce que c'est ça le truc, c'est que quand je suis arrivé, on a construit nos premières maisons nous-mêmes. On a fait construire, je veux dire, mais pour nous, pour moi. Et j'ai pu tester en fait les constructeurs locaux, certains qui voir en fait toutes les embûches. J'ai paré aux embûches grâce à ça en fait. Ok, mais par exemple, un investisseur demain qui investit sur un projet ici, moi j'ai souvent entendu dire qu'ici on est autour de 7 à 10-15 ans de rentabilité. Ouais. Bah, comment ça s'articule un petit peu? Quelle info tu pourrais donner un petit peu? Je pense que Julien est le meilleur là-dessus. Au niveau de la rentabilité, la réalité du marché lorsqu'on fait construire et qu'on part sur un leasehold de 30 ans, c'est qu'entre 7 et 8 ans, incluant l'année de construction, on a vraiment un bien 100% rentable. Okay. C'est-à-dire qu'on est sur des pipes de 12, 13, 14% de rentabilité net. Nous ici, que ce soit chez Balimo, on parle que de net. Le brut, oui, ça fait rêver, on parle de plus de 20-25% de brut, mais de vous à moi, il n'y a personne qui touche du brut. Oui, bah oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'en rentabilité nette, aujourd'hui, voilà, pour répondre à ta question, entre 7 et 8 ans incluant la construction, c'est la réalité du marché, surtout de la côte ouest. Quoi. Et comparé à la France ? À la France, je connais bien le marché aussi, c'est, on va dire, le pipe moyen se battra sur du 20 ans. Okay. Ensuite, moi j'ai fait des investissements en France et je suis sur un pipe de 10 ans et demi. Mais voilà, c'était une opportunité, c'est une grande maison. Pour toi quoi. Oui. Ouais, mais du coup, là, c'est avec ton expertise. Voilà. C'est encore un autre niveau parce que là, les personnes qui pourraient nous regarder vont investir. Mais ils n'auraient pas l'expertise que tu peux avoir du terrain et les coups de fusil que tu peux faire. Ouais, voilà, c'était un coup de fusil, c'est vraiment le terme. Mais voilà, c'est pour ça, le pipe moyen, sinon, il est sur du 20 ans. Et si on calcule les taux d'intérêt, la fiscalité réelle, etc., on va être même sur de la réalité de 21, 22, 23 ans en France. Quoi. Ok. Donc oui, ici on est quand même rentabilisé en 3 fois plus rapidement. Oui. Et après ici, donc après les gens ils vont faire du Airbnb plus ou moins classique. Mais du moins, ouais, on les accompagne sur toute cette démarche. Puisqu'ici il faut des licences, etc. On ne peut pas vraiment louer par nous-mêmes, comme on pourrait l'avoir l'habitude en Europe. Donc il faut passer par des prestataires, des conciergeries comme nous avec Balimo Villa Management. Et là on s'occupe de tout, que ce soit au tout départ du shooting photo, que ce soit la gestion du pricing, que ce soit la gestion des messages, les check-in, les check-out, la mise en ligne sur les plateformes, que ce soit Booking, Airbnb et Agoda qui est principalement sur une audience asiatique. Que ce soit le ménage, de l'entretien de la piscine, etc. Donc quelqu'un qui achète avec vous, avec vos prestations, il passe directement, du moins en fait il loue son bien et hormis vous dire peut-être je viens un mois au cours de l'année. Souvent c'est le cas, ils nous disent voilà, moi du 15 août au 15 septembre je viens, je bloque les dates, tout le reste c'est en autogestion et on s'occupe de tout jusqu'à même les déclarations mensuelles et annuelles sur la partie comptabilité pour que vraiment ça soit un investissement clé en main d'un côté, mais surtout aussi qui soit relax dans le sens où on a beau être à 12 000 km, mais tout est géré, on est tranquille. Bien sûr, avec toute une transparence, on a nos logiciels qui permettent cette transparence aujourd'hui auprès de nos clients. Donc voilà, ça facilite l'investissement à distance, entre guillemets. Oui, et puis ça doit rassurer, je pense, aussi beaucoup les clients, parce que c'est vrai que tu parles avec des balinés demain, tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont te faire, tu sais pas trop comment ils vont te le faire, puis autant on s'est jamais construit. J'ai entendu des histoires aussi un peu
Un peu comme ça, de gens qui au final c'était jamais construit, puis au final il y a un an de retard sur le projet. Et bon, bah, un an de retard, si on calcule en loyer, c'est pas mal d'argent perdu. Oui, C'est ça. carrément. Ouais. C'est Parce ça. qu'on monte vite. Ouais. Et quand tu dis la rentabilité nette, c'est après conciergerie ou avant conciergerie? Après, c'est du net dans la poche des clients. C'est-à-dire, Après coût de la conciergerie. ouais, on enlève les plateformes, on enlève les conciergeries, et nous, on va même jusqu'au détail de l'électricité, Internet, même un petit budget, une provision sur charge pour de l'entretien, parce qu'on reste dans une île tropicale, il y a un taux d'humidité, voilà, il faut, et puis même, il y a des guests tous les 2-3 jours, donc il faut quand même entretenir aussi la villa, que ça soit la comptabilité, en fait, vraiment tout compris, on arrive à du net, c'est là qu'on a ce discours avec nos clients. Ok, donc c'est super intéressant, parce que là, du coup, on est au-dessus des performances moi, je sais que j'investis pas mal en bourse. Bon, là, c'est pas le moment de parler de la bourse, mais je suis pas mal dans les bourses, et au final, on est au-dessus des performances de ce que pourrait avoir un S&P ou Ouais. du moins, voilà, quoi. On a un S&P, un Nasdaq, donc c'est quand même plutôt. Et puis en plus aussi avec ce levier de revente comparé à la bourse, voilà, il y a la rentabilité pendant les années, mais il y a aussi le levier de la revente qu'on parle aussi de plus-value, donc qui n'est pas quantifié dans la rentabilité au départ, mais qui est aussi un beau retour. Quoi. Mais après, j'ai entendu, pour comprendre un peu mieux, on achète un bien pendant 25 ans, c'est ça? Alors du moins, c'est le format standard, c'est-à-dire 25 ans. Aujourd'hui, c'est un leasehold, c'est 25 ans. Okay. Une détention, une propriété pendant une période donnée, qui là en l'occurrence c'est 25 ans. Nous, tous nos clients partent, on les conseille partir au moins sur du 30 ans déjà. Et on a même certains d'autres de nos clients qui partent sur du 35, du 40 ans. Voilà, c'est une question en fait du budget, du prix terrain. Si on a entre guillemets la possibilité de financer directement 30 ans, 35 ans ou 40 ans, c'est un conseil qu'on peut apporter pour avoir un meilleur levier de revente demain. Ok. Parce qu'après, ça se passe comment à la fin de ces années-là? Alors, si on n'a pas renégocié d'extension, parce qu'on peut négocier des extensions, donc si on n'a pas renégocié des extensions, tout simplement, on rend les clés aux propriétaires indonésiens. Ok. Voilà. Ok. Donc on fait la rentabilité, on essaye de tirer le plus longtemps possible. En gros, pour faire simple, sur un 30 ans, qu'importe l'investissement, on est sur des moyennes de x4, x4,25 notre investissement de base. Okay. Demain, j'ai investi 500 000 euros. En 30 ans, j'ai un retour de 2 millions sur mes 30 ans. Ou alors, l'idée, c'est de faire la stratégie au bout du moment donné que c'est rentabilisé, 7-8 ans. Là, on peut soit faire une petite extension 5 ans, 10 ans de plus et faire un levier de revente. Et là, on parle de plus-value. Souvent, pour nos investisseurs, c'est cette branche qui font. Ok, ils rentabilisent le bien et puis après, ils font… Ouais. Et donc du coup, il faut 7 ans et après, du coup, c'est là où ils sont rentables et après, ils revendent. Ouais. Mais là, à l'heure actuelle, pour vous, ça dépendrait de où d'investir, du moins, c'est où ici à Canggu, c'est le mieux pour investir? Alors, c'était le mieux pour des questions de prix terrain, etc. Localisation, c'était le mieux, on va dire, entre 2019 et 2022-2023. C'était vraiment la hype qu'il fallait prendre. Aujourd'hui, les prix des terrains ont explosé. En termes de rentabilité, certes, on a une sécurité de taux d'occupation, mais voilà, la rentabilité, c'est peut-être pas la meilleure. Et le levier aujourd'hui de la revente, le temps qu'on fasse nos 5-7 ans, la vague entre guillemets de Canggu sera certainement passée. Okay. Donc l'idée aujourd'hui, si on devait investir là en 2025, il y a pour moi 3 destinations qui sont à privilégier, à comparer du moins, qui soient Pererenan et Tumbak Bayou, donc la hype dans ce moment, que ça soit Niani, donc sur un investissement avec une petite projection dans 1 an, dans 3 ans, d'avoir de très grosses plus-values, des très beaux taux d'occupation, puisqu'il y a un gros secteur qui est en train de se développer, plus de 44 hectares, voilà le projet Nuanu pour le gros titre, mais après il y a les écoles, Pro-Ed School, Polytechnique, etc. Donc Niani est vraiment dans la comparaison, ou sinon à l'opposé, on peut prendre en compte aussi Uluwatu, qui est un secteur qui est ultra intéressant parce que, comme tu as dû certainement le voir, il y a de très belles plages, c'est en développement. Donc c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, la décision en 2025, elle est sur ces 3 axes. Ils sont un peu moins chers, Par rapport à Niani et Tumbak, ils sont un tout petit peu moins chers sur le prix du terrain. Mais c'est vraiment, on parle de centaines d'euros par art et par année. Donc c'est pas la décision de l'investissement qui se fait là-dessus. Mais ça bouge quand même. Moi, je trouve qu'il y a relativement du monde. En termes de restauration, c'est ultra développé. Ouais. Je pense même que je préfère manger à Uluwatu qu'à Ubud, sans mentir, je pense. Ouais. Parce qu'il y a quand même vraiment…
Une diversité qui est pas mal. La seule contrainte qu'on a à l'heure actuelle sur Uluwatu, c'est la question de la gestion de l'eau, de l'approvisionnement de l'eau. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un déficit sur l'eau, c'est-à-dire qu'on doit avoir des citernes indépendantes et faire des approvisionnements pour l'instant tant que le problème n'est pas réglé. Ok. Donc c'est une petite contrainte sur du court terme, je l'espère du moins. Et l'autre, c'est du moins à calculer, à budgétiser. C'est pour ça qu'on arrive sur les mêmes prix que Tumbak Bayou et que Niani. C'est la question des fondations, puisque Uluwatu, pour celles et ceux qui y sont déjà allés, c'est une base rocheuse. C'est le cliff, quoi. Donc en termes de fondation, voilà, quand on est sur une base rocheuse, naturellement, ça sera un tout petit peu plus coûteux à ce niveau-là. Ouais, voilà. Mais sinon, mis à part ces deux détails-là, Uluwatu est à considérer, du moins dans cette comparaison de Tumbak Bayou, Niani ou Uluwatu. Et au final, qui sont les clients cibles que vous avez, du moins, qui sont vos clients, qu'est-ce qu'il faudrait savoir avant de vous contacter, du moins, qui sont les personnes, c'est plus des entrepreneurs, plus des jeunes On a un pipe qui est quand même assez varié, comme l'île finalement, que ce soit des retraités qui viennent là pour vraiment vivre, qui décident de dire, bon voilà, j'ai fait mes arbres en France, maintenant je veux me relaxer. Donc par exemple sur le côté de Sanour, on a pas mal de clients de ce côté-là. Maintenant on a le plus gros pipe, on va dire, c'est des entrepreneurs. Parce que dans le cadre de la société, la PTPMA qu'on crée ici pour sécuriser l'investissement, on peut intégrer que ce soit toute forme de société, des holdings, etc. Donc souvent, il y a une question de transfert de fonds qui est appréciable sans passer par trop les cases d'imposition suivant notre résidence fiscale, soit personnelle, soit de la société. Donc on a surtout un gros pipe d'entrepreneurs. Ouais. Okay. Ou alors, bien sûr, après les questions des personnes qui ont des héritages, etc. Parce que ici, la conclusion de tout ça, c'est qu'on n'a pas de possibilité de faire de crédit à Bali. Okay. Donc, il faut avoir indirectement ce financement comptant. Alors certes, dans la construction, on a un plan de paiement qui s'édifie, mais indirectement, il faut quand même avoir… un plan de paiement qui s'édifie, du moins pour qu'ils comprennent un peu mieux quand ils peuvent se le permettre ou pas. En fait, quand on démarre, on fait ce qu'on appelle, nous, chez Balimo, on fait un contrat d'engagement. Ce contrat d'engagement, il est d'un montant de 10 000 €. 3 000 € est directement réservé pour la création de la société, la PTPMA, et 7 000 € sont un acompte sur la construction. Ensuite, on fait la recherche de terrain, on fait la partie architecturale. Donc nous, on est spécialisé sur le sur-mesure. Si par exemple, nos clients ont des idées, que ce soit 2D, 3D, peu importe, on va pouvoir vraiment spécifier avec nos architectes à l'agence, spécifier ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent faire, l'ambiance qu'ils veulent faire, les matériaux qu'ils veulent faire, etc. Et la question donc du plan de paiement, une fois qu'ils ont acheté donc leur terrain en direct chez le notaire, qu'on les accompagne bien sûr avec nos avocats, etc., on va avoir ce plan de paiement sur la construction qui, par exemple, une 2 chambres, on va avoir 6 plans de paiement. C'est 4 fois 20%, donc tous les 2 mois, Okay. une fois 15% et une fois 5% à les livraisons. Okay. Sachant qu'une villa 2 chambres, on la livre donc en 12 mois, une 3 chambres en 13 mois et une 4 et 5 chambres en 14 mois. Okay. Donc ce plan de paiement, voilà, il est élaboré sur la construction. Ouais, sur une année. Voilà. Et est-ce qu'il y aurait des exemples, alors peut-être que vous pourrez me les envoyer en photo, mais des exemples de prix et de villas, parce que je crois qu'il y en a sur votre page Instagram déjà, parce que de toute façon elle sera disponible en description comme d'habitude. Ou sur notre site internet, on en a beaucoup. Ouais. Ouais. Mais une idée, je vais faire le défilé, parce que sur le site il y a les prix avec les villas. Sur la rubrique catalogue, vous pouvez naviguer entre les 1 chambre, les 2 chambres, les 3 chambres. Il y a les prix de construction dans un premier temps, et quand vous cliquez, vous allez avoir plusieurs secteurs, et là vous pouvez sélectionner votre terrain pour avoir un budget global. Ok. Mais est-ce que tu en as peut-être d'autres, des titres, des prix références peut-être que tu as en tête? On va dire, pour segmenter sur l'aspect général, les 1 chambre, tout compris. Quand je dis tout compris, c'est la société, le terrain sur une base de 30 ans, la construction et l'ameublement complet jusqu'à la petite cuillère, la machine à café. Okay. Sur ces bases-là, on va être sur des 1 chambre entre 150 et 190 000 €. Okay. Sur des 2 chambres, on va démarrer à partir de 170 jusqu'à 250 260 000 €, suivant les prestations, les tailles, etc., vu qu'on fait sur mesure. Et sur les 3 chambres, on va être sur des pipes à peu près à partir de 250 260 jusqu'à 300 320, parce qu'on a des clients qui font des piscines à débordement sur piscine à débordement avec jacuzzi, etc. Donc ça dépend bien sûr le niveau de prestation. Et sur les 4 chambres, on va se battre sur des projets aux alentours des 400 000 € tout compris. Okay. Et là, dans toutes sur 1 chambre, il y a piscine aussi? Non. Toujours. Toujours? Ouais. Okay. Nous, chez Balimo, on n'a jamais fait une villa sans piscine. Et on parle de vraies piscines, parce qu'ici, on pourrait avoir des comparaisons. Certains, ils font ce qu'on appelle, nous, des jacuzzis, en fait. C'est pas des piscines. Des bateaux joueurs, ouais. Voilà. Les piscines, là, comme vous voyez juste derrière, voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, des piscines. Ouais. Le terme piscine. Elle est pas mal, celle-là.
Voilà, donc oui, tout est compris dans les prix, que ce soit les terrasses, que ce soit la végétation, les murs de périphérie. Enfin, vraiment, c'est une maison clé en main. Il n'y a pas de dernière, oh, mais pour rajouter ça, non, tout est compris, quoi. Ok, ouais, c'est dès qu'ils partent dans l'engagement. Et du coup, comment vous contacter? Quels sont un petit peu les process que vous avez internes? Pour nous contacter, il y a plusieurs manières, que ce soit directement soit sur nos réseaux sociaux, que ce soit directement sur nos WhatsApp, qu'on pourrait mettre par exemple en dessous de la vidéo. Et ensuite, on fait un premier rendez-vous de découverte avec nos clients pour savoir quelles sont vos attentes, quels sont vos projets, etc., que ce soit du perso, de l'investissement, etc. On fait un deuxième rendez-vous pour répondre donc à votre besoin, à ce qu'on a vu lors du premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous qui va permettre de pouvoir étudier vraiment en détail la situation, la typologie de villa, etc., avec des offres qui sont chiffrées, des rentabilités qui sont bien chiffrées, bien détaillées. Et ensuite, le troisième rendez-vous, c'est quand nos clients prennent la décision de dire bon, on y va, donc avec le premier contrat d'engagement et c'est parti. Ok. Donc plutôt intéressant. On a pas mal de clients qui prennent la décision complètement à distance. Il y en a, ils sont charmés, souvent ceux qui sont 100% investisseurs et qui veulent une rentabilité, ils viennent jamais à Bali. On peut tout faire à distance. On fait les procurations, on crée la société, on fait une procuration. C'est moi ou Julien qui allons signer chez le notaire et on peut tout gérer à distance. Et alors, moi, ça c'est plutôt intéressant parce que pour les investisseurs, notamment dans les résidences suisses généralement, qui cherchent à investir, et j'en ai pas mal dans mes clients qui me demandent à chaque fois à investir, et que là, je leur dis, bon, la bourse pour l'instant, on calme. Ouais. Et on va attendre que ça se calme, les petites bombes, là, en ce moment, là, surtout avec l'élection, là, où ça craint, mais comprendre. Mais par exemple, pour ceux qui seraient entrepreneurs, moi, j'ai quelques questions, parce que du coup, tu l'es. Vous avez que des sociétés ici maintenant ? Non, moi j'ai toujours une société en France, j'ai toujours une SCI en France, parce qu'en fait l'immobilier, moi j'ai démarré, alors tout à l'heure j'ai expliqué mon parcours, mais au-delà de ce parcours, j'ai toujours investi dans l'immobilier, avec un premier appartement à 15 000 € que j'ai rénové moi-même. Après, j'ai acheté un immeuble avec 6 appartements complètement délabrés qui avaient été squattés, où les câbles électriques avaient été arrachés pour récupérer le cuivre, il n'y avait plus rien. Et donc j'ai créé ma boîte de rénovation, j'ai acheté le bâtiment et c'est moi-même qui a fait à travers ma boîte tous les travaux, etc. En France, j'ai eu à peu près une 50aine d'unités entre appartements, ancienne usine où j'ai fait zone de stockage, bureaux, etc. J'avais des magasins aussi que j'ai toujours. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins. Je me sépare un peu de tout ce que j'ai en France. J'ai une quinzaine d'unités qui doivent me rester là. Mais j'ai toujours fait de l'immobilier. Même à Dubaï, j'ai acheté une maison que j'ai rénovée, un appartement que j'ai rénové. En Chine, j'ai acheté un appartement que j'ai rénové. J'ai même investi en Tunisie à la belle époque, qui maintenant, bon, c'est différent, mais avant, printemps arabe, etc. Bon, bref, j'ai toujours été dans l'immobilier. Du coup, tu as toujours ta société en France. Ah voilà, j'ai toujours une société en France, j'ai toujours une société à Dubaï. Ma société à Dubaï, elle fait toujours les sociétés pour les autres personnes. Donc on est toujours implanté à Dubaï. J'ai toujours une société à Hong Kong et j'ai ma société ici à Bali et j'ai aussi une société aux États-Unis. Et alors comment ça s'articule, parce qu'il y a toujours une question pour ceux qui seraient entrepreneurs par la suite, comment ça s'articule le fait de vivre à Bali et d'avoir d'autres sociétés, d'autres entreprises, du moins comment on articule ça, qu'est-ce qu'il faut savoir? Est-ce que combien coûte l'impôt, du moins qu'est-ce qu'il faut savoir? Moi ça m'intéresse aussi. Ouais. Pour moi en tout cas, il n'y a rien de plus simple. Par exemple, pour mes sociétés en France, moi je paye encore des impôts en France personnels, vu que je suis résident, je suis français, plus résident fiscal français, mais je suis résident encore français. Mes sociétés, ce qu'elles gagnent en France, on fait la comptabilité et on paye de l'impôt dessus, parce que je suis encore à l'IR sur les sociétés, sur celle-ci. Donc on paye l'impôt là-bas, le comptable fait très bien son job et c'est payé tous les ans, voilà. À Dubaï, il n'y a pas d'imposition sur mes sociétés, elles sont en free zone, donc j'ai même pas d'imposition, même après les nouvelles mises en place de taxes qu'il y a eu récemment, donc j'ai toujours pas d'imposition. À Hong Kong, c'est du business offshore et aux États-Unis, c'est du business offshore, donc il n'y a pas d'imposition non plus, parce que c'est un business. À Hong Kong, par exemple, il y a 8,5% jusqu'à 14%, mais sur des business plutôt à Hong Kong et en Chine. Mais si on fait 100% de l'offshore, on n'est pas taxé. Par contre, sur ce qui se passe à Bali, on est taxé ici. Les taxes ici sont incroyables. Les 3 premières années, on est taxé qu'à 0,5% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire rien du tout. Et après, on est à 11% du bénéfice. Ok.
Ok, oui, donc ça reste encore raisonnable. Ouais. L'imposition personnelle, elle, il y a des barèmes, c'est un peu comme en France, sauf que c'est à peu près divisé par 2. Ok. Voilà, Ouais, c'est donc divisé un peu par plus 2. comme la Suisse, plus que Ouais. le Genève. Ouais. Ouais. Et encore ici, il y a énormément de flexibilité pour passer à travers toute l'imposition. Ok. Sincèrement, Ouais, c'est un pays en développement, donc il y a cette chance qu'on peut utiliser des leviers, par exemple, sur les PTPMA. Donc la PTPMA, c'est une société qu'on pourrait apparenter à une SCI en France, sur laquelle on va faire en fait l'investissement immobilier, par exemple, pour nos clients. Donc cette PTPMA, aujourd'hui, elle a 0,5% d'imposition pendant 3 ans sur le chiffre d'affaires. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, quand un de nos clients investit, on lui fait créer une PTPMA et c'est elle qui investit en fait. C'est elle qui elle détient le terrain, le lease, et elle va détenir la maison. Elle va payer 0,5% pendant ses 3 premières années d'imposition sur son chiffre d'affaires. Au bout de 3 ans, elle est censée passer à 11% sur le bénéfice. Mais ce qu'on peut faire, c'est créer une nouvelle PTPMA et on rebénéficie des 0,5%. Cette société-là va détenir l'usufruit et l'autre, non, elle, la nue propriété, pour comparer avec la France, donc les murs, on va dire, et l'autre, le business. Et sur le business, elle va payer que ces 0,5%. Et on ne peut pas faire, par exemple, ça en France, il y a de l'abus de bien social, on n'a pas le droit de recréer, fermer une société comme ça. Voilà. Mais ici c'est totalement permis. Ici, on a les connexions avec les avocats et puis vraiment l'administration locale. Ils nous disent, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. C'est dans la loi, on a le droit de le faire. Il n'y a pas d'abus de ce côté-là. Donc, il y a plein de flexibilités qui sont intéressantes ici. C'est connaître les règles du jeu pour mieux jouer ses cartes. Exactement. Ok, intéressant. Et en petit bonus, avant de finir cette petite partie d'interview, parce que vu que tu parles un petit peu des entreprises à Dubaï et des entreprises à Hong Kong, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Sur la fiscalité ou sur le fait de créer une entreprise, notamment moi, là je suis en train de créer en Suisse actuellement, mais demain je veux créer une entreprise à Dubaï, à Hong Kong, qu'est-ce que tu me recommanderais ? Alors, demain, si toi par exemple tu voulais créer une entreprise à Dubaï, il faut vraiment voir s'il y a un intérêt. C'est en fait chaque cas est à part, vraiment il y a une étude à faire très poussée pour savoir où est-ce que tu veux être résident fiscal, ça c'est la première chose. Si tu veux être résident fiscal en Suisse, il faut savoir l'imposition suisse, il faut qu'on fasse tous les calculs. Et de là, on va savoir si c'est intéressant ou pas de créer une société à Dubaï. Ce n'est pas intéressant pour tout le monde. Ça peut être plus intéressant de créer une société aux États-Unis où il n'y aura pas d'imposition sur ce qui se passe en dehors des États-Unis, par exemple, parce que ça va être une société transparente qui va faire en fait que la société n'a pas à payer son imposition, c'est toi personnel qui va le payer. Donc là, il faudra voir où tu es résident fiscal. Par exemple, moi, quand j'étais à Dubaï et que je créais beaucoup de sociétés à Dubaï, mais j'en créais aussi encore plus aux États-Unis pour les résidents de Dubaï. Parce qu'en fait, à Dubaï, pour résider, il faut avoir sa société et qu'elle te sponsorise pour pouvoir résider sur le territoire. Donc ça, c'était une première étape. On est résident de Dubaï Yacht. Donc une fois que tu es résident, au niveau du business, c'était plus intéressant de faire une société aux États-Unis. La société aux États-Unis, si elle fait 1 million de bénéfices, elle n'a pas à payer d'impôts. Ce million est transféré sur l'imposition personnelle. Et comme à Dubaï, l'imposition personnelle, il n'y en a pas, eh ben, tu avais 1 million dans ta poche. Donc tu avais 0 taxe, 0 impôt sur 1 million. Ok. Voilà. Donc il y a vraiment un montage complet. Et là, il faut vraiment étudier le cas par cas. La fiscalité internationale, c'est très compliqué en soi. Ouais, parce que j'y réfléchis justement. Là, je dis en bonus, ça peut toujours être intéressant parce que l'audience aime apprendre, c'est le but de la chaîne. Mais je sais que moi, j'y réfléchis aussi. La Suisse, c'est sûr, j'aurai une partie de mes sociétés en Suisse. Mais à côté de ça, je suis infopreneur. Moi, je prends de l'accompagnement en ligne traditionnel pour travailler en Suisse et par la suite peut-être d'autres choses fiscales ou autres. Mais justement, je me posais la question à monter justement les holdings, du moins monter une holding qui, elle, encaisserait la partie infopreneuriat notamment ailleurs, tout en étant toujours domicilié fiscalement en France, mais en reversant ce que je me sers pour vivre. Ouais. Parce qu'en réalité, moi je vis avec 2-3 000, mais mon entreprise ne gagnera pas ce prix-là, ou ne gagne déjà pas ce prix-là. Mais c'est pour ça que je me renseignais sur l'entreprise elle-même dans des endroits comme Dubaï, les États-Unis, tout ça. Alors aujourd'hui, suivant le montant de combien tu gagnes, parce qu'une entreprise à Dubaï, ça coûte cher. Très cher. À quel point ? C'est-à-dire ça coûte pratiquement 10 000 € la première année parce qu'il faut
Si tu veux un compte bancaire à Dubaï, il faut que tu aies le visa et l'Emirates ID. Donc, il faut que tu viennes à Dubaï, il faut que tu fasses le compte bancaire après, seulement quand tu as l'Emirates ID, etc. Donc, ton voyage plus le setup, c'est environ 10 000 euros. La deuxième année, c'est pratiquement la même chose, un petit peu moins parce que ton visa va durer 2 ans, donc tu n'as plus la partie visa à payer. Tu vas payer 7 000 euros parce qu'il va falloir que tu fasses le voyage, etc. Donc c'est entre 7 et 10 000 euros par an. C'est cher, mais ça va. En vrai, ça va. Ça dépend du CA. Voilà, ça dépend du CA. Par exemple, il y a moins cher, les États-Unis. C'est 1 500 euros, 2 500 euros le setup et 1 millier d'euros par an après, avec la comptabilité, tout inclus. 1 000 euros 1 000 euros par an, voilà. Avec la compta. Ouais, avec la compta. Donc là, par exemple, aux États-Unis, je trouve que c'est plus avantageux. C'est beaucoup moins cher. Par contre, il y a d'autres désavantages. Donc, il faut vraiment étudier au cas par cas. Ok. Très difficile. Et le cas par cas, c'est pas juste où tu vas être résident. Il faut que je sache où tu vas être résident, combien tu gagnes, l'impôt du local, l'impôt de ta société. Il faut vraiment qu'on fasse un truc global. Ok. Ok. Donc c'est plutôt intéressant parce que je sais que j'entends souvent parler de Dubaï. Et puis là, la dernière fois, j'étais en train de me battre avec ma fiduciaire là, parce qu'en Suisse, c'est un peu. J'ai réussi à créer mon entreprise en Suisse. Bon, elle était en France. Elle a switché en Suisse parce que là, je commence à faire bien monter mes revenus. Et justement, en Suisse, ils m'énervent parce qu'ils ne veulent pas prendre toutes mes dénominations d'entreprise, notamment l'apport d'affaires, la création de contenu. Il y a des choses en Suisse où ils sont très vieux jeux. D'accord. Donc, notamment les réseaux sociaux, ils ne comprennent pas grand-chose. Ou l'apport d'affaires qu'on peut avoir via les réseaux. Et vu qu'ils m'embêtent un peu et que pour l'instant, je vais être salarié dans une branche que je veux devenir apporteur d'affaires, du coup, à la fin, j'allais dire fiduciaire. De toute façon, ça va m'énerver. Je vais monter une société à Dubaï, en Angleterre, n'importe où. Mais et je ferai redescendre que les liquidités. Je dis, moi, c'est pas mon but. Parce qu'à la base, je voulais payer mes impôts en Suisse parce que je kiffe ce pays. Moi, c'est lui qui m'a donné ces opportunités. Mais à un moment donné, je dis, bon, s'il me bloque trop, moi, je vais trouver des solutions en fait. Ouais. Ben, il y en a. Ouais, c'est pour ça. Mais du coup, au final, peut-être pas forcément Dubaï pour tout le monde. Donc, Non, pas pour tout le monde. On a pas mal, par exemple, d'infopreneurs ou de gens qui sont digital nomades, on va dire, qui investissent avec nous. Eux, par exemple, leurs revenus viennent de formation ou en tout cas de biens digitaux. Et eux, je leur fais faire une société aux États-Unis, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est elle qui devient la société qui encaisse tous les revenus de l'activité. Elle est associée elle a des parts dans la PT-PMA locale, donc c'est elle qui injecte les fonds. Donc, et c'est à travers la PT qu'on investit ici dans la construction des villas, etc. Mais c'est elle qui investit les fonds. Et en fait, comme ça, il n'y a pas d'imposition, même locale. Il n'y a pas à reprendre des dividendes. Parce que ici, s'il est résident fiscal ici, pour ceux qui sont résidents fiscaux ici, il n'y a pas de dividendes à repayer ou de taxes sur les salaires, etc. C'est directement la société qui investit. Donc là, on a zéro impôt. Mais donc, ils peuvent se verser leurs revenus, tout, ils sont tranquilles. Tranquille. Il y a quand même sacrément Mais c'est pour ça, en fait, je pense qu'il y en a pas aussi une partie qui sont partis de Dubaï pour Bali, c'est que le coût de la vie est nettement en dessous. Ah ouais, nettement, ouais. Ouais, parce que Dubaï, je sais pas, mais il faut quoi? Il faut 10 000 pour vivre Bah, ça dépend ce qu'on fait, encore une fois, ça dépend de son loyer. Correctement. Comme je peux vivre avec 3 ici. C'est ce que je dépense à l'heure actuelle, du moins pour ceux qui regardent, je dépense à peu près 3 000 euros par mois pour vivre comme un pacha, hein, je pense le dire. Ouais, non, pour vivre comme un pacha à Dubaï, il te faut 50 000 euros. Non, mais je suis sincèrement, sincèrement, aller au restaurant tous les jours, sortir, aller en beach club, etc., avoir le moyen de locomotion que tu désires, avoir une belle villa ou un bel appartement dans un bel endroit, c'est très cher. J'ai eu le loyer de ma maison était entre 12 et 14 000 euros par mois. Moi, l'appartement après que j'ai acheté, etc., moi je le louais 90 000 euros par an. Donc voilà, c'est cash en plus, c'est une année. Hein. Quand moi je le loue 90 000 euros, je reçois un chèque de 90 000 euros. Et après, il l'a pendant un an. Donc il faut sortir 90 000 euros. On parle de location. On parle d'une location, ouais. Ouais, on parle d'une location et je ne parle pas de l'électricité, je ne parle pas de l'assurance, je ne parle pas du véhicule, je ne parle pas de la société qu'il faut. Non, Dubaï coûte cher, ouais. Ouais, Dubaï coûte très cher. L'assurance santé, les écoles si on a des enfants. Je payais la place de mon fils au lycée, si je ne dis pas de bêtises, 20 000 euros par an. Ok. Ouais, c'est astronomique. Ouais, pour un lycée classique.
Donc, C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui fuient maintenant. non, mais Dubaï coûte cher. Après, il y a des avantages à Dubaï, il n'y a pas de Ouais, souci mais là-dessus. il faut vraiment avoir le revenu là. Il faut aller chercher 600 000 Exactement, par mois. exactement. Il y a une pression financière que vous n'aurez pas ici. Bali, de ce côté-là, ce qu'on disait, cette ambiance zen, etc., elle est à tous les niveaux. Aussi bien financièrement que spirituellement, quoi. On est zen. Ouais, et je pense que les gens peuvent, du moins quelqu'un avec une culture occidentale peut, comme j'ai pu le voir à Ahmed ou quoi, peut facilement monter son petit resto ici et arriver à vivre largement avec son petit. Parce que j'ai mangé dans un restaurant français. Parce que je mange quand même un peu occidental, même si je suis en voyage, Forcément. malheureusement je suis un peu attiré. Le bœuf, j'ai vu qu'il y avait un resto suisse, je vais peut-être y passer à Ubud, notamment Ouais. vu qu'il y avait un resto suisse. Ouais, je suis pas assez local, mais un petit peu. Mais justement, je voyais que cette personne-là, elle avait juste un niveau de cuisine normal, du moins rien de gastronomique. Et pourtant, elle avait son petit resto, Ouais. elle avait l'air de vivre confortablement, quoi. Bah, on en parlait hier avec quelqu'un qui veut venir s'implanter ici et qui est dans la restauration. Et moi, ce que je peux dire, c'est que ici, si on est entrepreneur déjà en Europe, si on vient ici, on devient un bon entrepreneur. Et si on est cuisinier ou qu'on a son restaurant en France et on est exécutant en France, si on vient ici, on devient vraiment le patron. C'est-à-dire qu'on va faire exécuter les tâches par d'autres personnes. Et puis je pense le standing, vu que le niveau est un poil en dessous, va être en dessous, au final un cuisinier bon en France va devenir excellent ici. Ouais. On va dire on peut arriver à faire un levier alors que, par exemple, moi je prends pour la Suisse, quelqu'un qui est bon en France, il est mauvais en Suisse, du moins quelqu'un qui passe de second. Mais vraiment, j'ai des amis à moi et tout, ils sont pas. Oui, moi je suis second, chef, nanana. En plus, ils partaient d'Ardèche, donc pas forcément, moi c'est de là où je viens. Ils partaient de là-bas, ils arrivent à Genève, ils prennent une claque, ils repassent commis. Ah ouais. Et ils se disent, ah ouais, là, ils repartent. Genève, le truc, c'est que les gens ont de l'argent, on est bien payé. Par contre, du coup, il y a les meilleurs qui viennent. Ah ouais. Donc, le mec qui est chef de partie, c'était un chef dans d'autres endroits ou un second de cuisine dans notre endroit en France. Donc là, à la limite, ici, au contraire, c'est l'inverse. C'est que Carrément. on arrive avec un niveau juste confortable, on peut monter son petit resto, avoir ses clients tranquillement, voire même justement diriger directement. Oui. Et puis les Balinais, je trouve qu'ils exécutent du coup très bien, même dans l'hôtellerie et tout ça. S'ils sont bien suivis, s'ils sont bien contrôlés et bien managés et puis bien formés, ils exécutent plutôt bien les tâches. Et Ouais, puis, franchement. ils sont très agréables. C'est ça. Au travail, mais Ils sont très agréables au travail. Parce que je donnais des tips, je donne toujours beaucoup de tips ici, parce que du coup les gens sont toujours agréables. Ah, puis ils ont toujours le sourire. Ouais, toujours un sourire, toujours super agréable. Donc je donnais beaucoup de tips ici tout le temps en question. Puis j'ai un peu cet aspect-là avec l'hôtellerie en France. Ok. Bon, en tout cas, j'espère à tous que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez pu apprendre beaucoup. Vous pourrez retrouver tous leurs réseaux sous la vidéo, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine avec Balimo et allez, ciao, ciao.